Juste avant de lancer un nouvel épisode, je t'invite à aller faire un tour sur vestiaire.org/livre. La grande question à laquelle on essaie de répondre sur ce podcast, c'est comment construire une carrière de sportif de haut niveau. Devine quoi, avec Maxime Dubois-Danguin, on a fait un gros boulot pour synthétiser l'ensemble des interviews qui sont déjà diffusées sur le podcast dans les vestiaires et on a sorti ce qui j'espère sera ton prochain livre de chevet. C'est à découvrir sur vestiaire.org/livre. C'est disponible en version électronique sur notre site et puis sur Amazon si tu veux la version papier. L'avantage, au-delà d'aller chercher un max d'informations en plus de tous les épisodes que tu peux entendre, c'est de pouvoir soutenir toutes les sportives et tous les sportifs de haut niveau actifs interviewés sur ce podcast, puisque tous les bénéfices de ce livre leur seront reversés. Voilà, allez, c'est parti pour un nouvel épisode et n'oublie pas vestiaire.org/livre. À tout de suite. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Alors aujourd'hui, on va parler entre passionnés, entre connaisseurs, entre podcasteurs sportifs. Et oui, mais malgré tout, je parle aussi avec un ancien sportif de haut niveau. On va revenir avec lui sur tout ça, sur son histoire, pas forcément sur le sport de haut niveau qu'il pratique actuellement, c'est-à-dire parler derrière un micro et faire parler ses invités. Quoique, je suis très heureux de recevoir Loïc Blanchard. Salut Loïc. Hello, merci beaucoup pour l'accueil. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. Je t'expliquais quand on s'est parlé une première fois, j'ai trop décalé, il y a longtemps, que l'idée du podcast, c'était d'apporter un coup de main aux sportives et sportifs de niveau pour financer leur carrière et que pour ça, je leur donne la parole à elles et eux. Je donne aussi la parole aux anciens sportifs de haut niveau et puis aussi à celles et ceux qui font le sport de haut niveau. Tu en fais partie parce que tu interviews des gens qui sont, un peu frappés. Oh, t'as vu la transition, c'est beau. Que ce soit dans le sport ou dans les aventures, l'exploration et autres. Enfin, tu vas nous raconter tout ça. Mais juste avant, s'il te plaît, présente-toi, dis-nous tout. Qui est Loïc Blanchard ? Qui est Loïc Blanchard ? J'ai 33 ans. Je vis dans le sud de la France, du côté de Aix-en-Provence. Et sportivement, j'ai eu une courte période où effectivement j'ai fait du sport à haut niveau. Donc moi, c'était en judo, moins de 90 kilos, où j'ai eu plusieurs sélections en équipe de France, plusieurs championnats de France, et j'étais à peu près au lycée, j'étais au lycée quand j'ai eu cette phase-là. Puis ensuite, pour différentes raisons, principalement quand même les études, j'ai laissé de côté le sport de haut niveau, et puis j'ai entamé un parcours pro, un peu classique, 2 ans de prépa, ça c'est moins classique, une école de commerce, et puis après, j'ai travaillé dans des grands groupes, des petites boîtes en France, à l'étranger, jusqu'à rejoindre Apple, où je suis resté pendant 8 ans sur des postes de leadership. Et c'est à peu près en rejoignant Apple que sportivement, j'ai découvert la course à pied. En tout cas, que je suis revenu à des activités outdoor.
à travers des runs, donc 10 km, puis une Saint-Élion, puis des marathons, puis le triathlon et un petit peu de rando qui s'est glissé là-dedans. Et voilà, et aujourd'hui, après avoir créé 2 boîtes, je me concentre sur mon podcast, donc Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent, où j'accueille des gens toutes les semaines qui viennent nous parler de leur parcours atypique, mais systématiquement inspirant. Bon, bah écoute, je crois que la présentation est faite. Voilà. Merci, ciao, à plus. Non, on va rentrer un petit peu plus deep. Tu disais que tu étais au lycée, non, au collège, quand non, lycée, quand tu étais en équipe de France de judo. Tu as connu Mehdi Meknech à cette époque-là, où vous êtes plus ou moins de la même génération, moi, je suis non? 90, ça me dit rien. Après, je te cache pas à ces âges-là, il y a quand même beaucoup de rotation. Tu vois, des gens qui commencent, qui commencent à arriver à haut niveau, puis qui s'arrêtent pour plein de raisons, un peu comme moi avec les études notamment. Donc non, le nom me dit rien. Désolé. Pour rester sur l'essence même du podcast, avant d'entrer sur d'autres sujets, tu nous disais que toi, tu as arrêté le judo à haut niveau, entre autres, pour continuer tes études. Ce désir de continuer ces études, est-ce que c'était parce que tu voyais pas de perspective financière à rester dans le judo? Est-ce que c'est parce que tu t'es rendu compte que tu faisais partie du haut niveau, mais pas suffisamment du très haut niveau pour pouvoir en vivre? Ou est-ce que simplement tu préférais justement tout miser sur les études et puis voir après? C'est une bonne question. Par rapport au niveau, j'étais globalement, sans aucune prétention, j'étais au plus haut niveau que je pouvais être à l'âge que j'avais. Donc c'était pas une question de je suis au maximum de ce que je peux faire absolu et j'arrive pas à aller plus loin. C'était plutôt que je savais que j'avais le potentiel de faire des études et j'avais surtout l'envie de faire des études pour voilà. Et c'est ce qui m'intéressait moi. Et puis il y a peut-être un aspect qui m'effrayait un peu, c'est que je commençais à côtoyer pas mal d'anciens sportifs de haut niveau en judo, notamment des gens qui avaient tu vois, tout donné pour la pratique et qui n'avaient pas forcément, pour plein de raisons là encore, pas forcément prévu de backup, notamment d'un point de vue tu vois, pro, à travers des diplômes, par exemple. Et en fait, ça me faisait un petit peu peur de voir la suite. Tu vois, c'est cette notion de je fais plein de sacrifices, je donne tout sur un aspect de ma vie en particulier, et puis en gros, advienne que pourra, je verrai plus tard pour ma reconversion. Et ça c'était pas forcément un schéma dans lequel, c'était pas forcément un schéma qui moi m'attirait. Donc le choix, en fait, ça a vraiment été un choix. Tu vois, c'est pas un arrêt subi. Quand j'ai tourné la page du haut niveau, c'était vraiment un choix. Et je savais qu'après le lycée, globalement, voilà, j'allais arrêter au moment où je rentrais en classe prépa. J'ai essayé, de mémoire, j'ai essayé. Je me rappelle plus trop si c'était quelques semaines ou quelques mois, mais j'ai essayé de continuer les deux au début de la classe prépa. Et bon, bah voilà, j'avais été un peu optimiste. C'était clairement impossible. Je m'endormais en cours. J'étais dans mes problèmes de maths pendant les entraînements. Enfin, je faisais deux choses qui demandaient un engagement total à moitié. Et donc, forcément, ça marchait pas, ni dans l'un ni dans l'autre. D'un côté, je comprends ton choix hein, d'avoir choisi plutôt les études, aussi parce que tu te rendais compte que dans le sport, il y en avait qui n'avaient pas forcément de backup plan et que la suite, après le judo, après avoir tout donné, n'était pas tracée. Et malheureusement, dans le sport, contrairement à la vie professionnelle, une blessure, ça peut tout arrêter. Tu peux être au top du top du top de la pente ascendante de ta carrière et puis être le futur Teddy Riner, être futur millionnaire du sport, du judo, et puis au final te blesser et ne plus rien avoir, quoi. Et effectivement avoir tout consacré. Mais du coup, moi, tu vois, ça m'inquiète, et notamment dans les échanges que j'ai avec tous les sportifs et les sportives, c'est que en France, en gros, dans la majorité des cas, on doit choisir. C'est l'un ou l'autre. Ça peut pas être les deux en même temps. Alors, soit parce que, tu l'as dit, en prépa, tu as essayé de faire les deux, mais ça marchait pas. Tu avais l'impression de faire plutôt à moitié deux choses plus que à fond deux choses. Mais est-ce que ça viendrait pas aussi, alors on n'est pas là pour faire la politique, hein, mais c'est plutôt la réflexion, est-ce que ça viendrait pas aussi de notre système soit éducatif, soit sportif, qui permet pas d'avoir ce double projet? C'est effectivement un sujet dont je parle assez régulièrement avec des invités que je reçois sur le podcast qui sont dans le haut niveau. Clairement, en fait, je pense qu'on a l'image,
le sport, c'est quand même quelqu'un qui a un parcours sportif à un certain niveau. Si tu veux, c'est des parcours qui sont inspirants, mais généralement, pour beaucoup de gens, tu vois, à chaque fois qu'il y a les JO, etc., les échéances sportives sont quand même très suivies en France. Puis voilà, historiquement, c'est quand même Pierre de Coubertin, tu vois, le renouveau des JO. Donc, on a un peu, historiquement, culturellement, cette relation particulière au sport. Par contre, moi, j'ai l'impression de plus en plus qu'on a, de manière générale, on n'a pas vraiment conscience de l'envers du décor, de ce que ça implique du parcours de toutes ces femmes et tous ces hommes qui représentent, par exemple, la France au JO, tu vois, pour parler des JO, mais évidemment, il y a plein d'autres échéances. Ce qui fait que on a des attentes importantes, tu vois, ou en tout cas, on apprécie suivre ces gens-là au plus haut niveau, mais tout le cheminement qu'il y a avant, ça nous passe un peu au-dessus. Et moi, je te donne un exemple. J'avais fait, là aussi, c'était un choix. Je savais que je voulais faire des études et supérieures après le lycée. J'aurais pu. On a des structures qu'on appelle sport-études, des lycées avec des horaires aménagés ou qui permettent à des jeunes, les horaires aménagés, ça permet à des jeunes de globalement se consacrer à leur activité physique de manière intense et de faire des cours avec une intensité qui est un peu différente d'un lycée classique. Généralement, tu as cours le matin, entraînement l'après-midi, voilà, par exemple. Le problème, c'est que c'est pas des structures qui sont particulièrement qui se distinguent particulièrement par rapport au niveau académique. Et donc, assez souvent, en tout cas en judo, c'était ça. Tu vois, le sport-études à côté de chez moi, le niveau était pourri, quoi, scolairement. Et donc, en fait, c'était un peu un choix. Finalement, tu as le choix, mais tu n'as pas le choix, quoi. Tu vois, on te dit, tu veux faire des études supérieures? Ouais, on peut t'aider. On va te mettre dans une structure avec des horaires adaptés. Mais en fait, la structure avec les horaires adaptés, ton niveau académique, il va chuter à mort, tu vois. Donc, en fait, tu as le choix, mais tu n'as pas vraiment le choix. Et moi, c'est pour ça que je n'y suis pas allé. Donc, j'étais dans un lycée classique. Et en fait, c'est là où tu captes culturellement, ce que je te disais un peu plus tôt, on valorise vachement les parcours une fois que les gens sont arrivés au sommet. Mais tout ce qu'il y a avant, on ne comprend pas vraiment. Moi, chaque fois que j'arrivais avec une convocation de l'équipe de France pour partir en stage à l'étranger ou en compétition, je me faisais engueuler par les profs, tu vois. Parce que j'allais encore rater des cours, que j'allais encore rater un DS, qu'il allait falloir faire un rattrapage, ça allait saouler. Et en fait, je trouve ça fou, tu vois, avec du recul, je me dis, mais attends, moi j'avais 16-17 ans, j'étais le seul guignol de tout mon lycée à faire un sport en équipe de France. À cet âge-là, tu vois, il y en a qui. Enfin, il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire, tu vois, mais les préoccupations principales, c'est plutôt généralement la mode, faire la fête, commencer à sortir, machin. Moi, je me saignais en entraînement des heures toutes les semaines. J'arrivais avec les doigts pétés, les oreilles à moitié arrachées, des choux aux oreilles. Je faisais des régimes. Attends, parce que on parle de judo, on parle pas de boxe. Non, on parle de judo. Tu combattais contre Mike Tyson Non, mais on parle de judo, mais on en parle un peu plus tard. Mais c'est pas un sport d'attaque, c'est un sport de défense. Donc il y a pas de choc, mais c'est un sport qui est extrêmement engageant physiquement aussi, tu vois. Et au final, ce que j'avais en face de moi, c'était pas un cadre académique, là encore, je parle, qui me soutenait. C'était on me faisait bien comprendre que j'étais pas à ma place, quoi, que c'était un problème que je fasse ça. Et on parle souvent des États-Unis. Alors, il y a plein de. Voilà, on va pas ultra. C'est un peu une simplification que je vais faire, mais des histoires comme ça, dans des pays comme les États-Unis, ça n'existe pas, en fait. C'est l'inverse, tu vois. On te met à disposition un cadre qui est hyper soutenant pour faire en sorte que ton potentiel, tu puisses l'exploiter à fond et pour t'amener au plus haut niveau. Parce qu'ils ont compris qu'en faisant ça, en fait, ça a une image hyper positive sur leur business, et leur business, c'est l'éducation supérieure, par exemple. Et c'est ce qu'ils ont envie de promouvoir, tu vois. En France, globalement, en tout cas, là encore une fois, d'un point de vue académique au lycée, si tu sors des cases, c'est compliqué, tu vois. Voilà. Ouais. Ce qui est un petit peu dommage, effectivement. C'est vrai qu'au micro de ce podcast, j'avais eu Victor Croin dans le top 10 mondial en squash, qui lui a intégré le lycée, mais avec le pôle France squash à l'époque, pas très loin de chez toi, à Aix, hein, d'ailleurs. Je te filerai les coordonnées de Victor si tu veux, il est à Toulon. Enfin, il est basé à Toulon, mais en général, il est 2 jours par semaine à l'étranger. Là, il est en train de vadrouiller entre Washington et Chicago, je crois. Enfin, voilà, ça donne un peu une idée. Bref, en tout cas, il témoignait au micro qu'il était justement, lui, à l'inverse, dans un cadre plutôt bienveillant, mais qu'à la fin de son bac, à la fin de son année de terminale, sa prof principale lui avait quand même rappelé qu'il n'avait pas fait une semaine complète de toute l'année dans le lycée. Et pourtant, il était dans un cadre adapté à ça, un cadre bienveillant. Il était dans un lycée sport-études avec un très bon niveau. Après, il a intégré Harvard, où il a non seulement été sportif de niveau, mais aussi il a fait de belles études et a fait un master à Harvard. Donc,
c'est pas forcément antinomique. Simplement, comme tu le dis, il faut tomber peut-être sur le bon établissement qui est le mindset ouvert. J'ai eu l'occasion de rencontrer, quand je suis passé à Paris il y a quelques semaines, Simon Chaussande, qui est le fondateur de la prépa Wade School et qui va justement créer une école dédiée spécifique, une école de commerce de haut niveau dédiée aux sportifs et aux artistes. Éventuellement, je te mettrai en relation avec lui. Je pense que vous avez beaucoup de choses à échanger. Trop bien, merci. Tu disais, le judo, c'est pas un sport d'attaque, c'est un sport de défense. Toi, pourtant, j'ai l'impression que tu as plutôt été toujours à l'attaque, tu as plutôt toujours été proactif dans ton parcours. Oui, alors après, je pense que proactif, oui, j'imagine. En tout cas, moi, je suis un grand curieux, donc j'aime bien explorer de nouveaux chemins et je pense que c'est ça qui peut donner l'impression que tu vois d'un parcours proactif, comme tu dis. Mais oui, oui. Bah, et puis je pense que c'est aussi le sport de haut niveau. Quand tu en fais très jeune comme ça et que tu t'accroches, c'est que finalement, tu vois, tu y trouves quelque chose, tu y trouves un intérêt. Et pour trouver de l'intérêt dans une pratique sportive intense à haut niveau quand tu es ado, bah, je pense que ça souligne un état d'esprit, tu vois, quelqu'un qui aime bien voilà, la discipline, la rigueur, la recherche de la performance, mais aussi l'introspection et globalement cette idée d'essayer de tout le temps devenir un peu meilleur, quoi qu'on fasse. Donc oui, en tout cas, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais avec tous les anciens sportifs de niveau que je rencontre, c'est à chaque fois des parcours de vie qui sont super riches parce que bah, le sport de haut niveau est plus forcément dans leur vie, mais après, derrière, en fait, cette mentalité qui les a amenés à haut niveau en sport, bah, ça se retrouve dans plein d'autres aspects de leur vie. C'est des gens qui entreprennent, c'est des gens qui voyagent, c'est des gens qui défendent des causes, c'est des gens qui prennent la parole sur des sujets de société. Donc, ouais, je pense que voilà, c'est plus un mindset. Enfin, c'est un mindset qui fait que souvent les gens qui ont fait du sport au haut niveau ont des parcours riches après derrière. Voilà, on y est. C'est souvent un sujet que j'aborde avec mes invités, que ce soit des sportifs, mais aussi des entrepreneurs. Et c'est pour ça que je veux aussi recevoir des entrepreneurs dans ce podcast-là. C'est pour essayer de décortiquer un petit peu ces liens qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre, entre le sport et l'entrepreneuriat, ou le sport et la direction d'entreprise. On n'est pas forcément entrepreneur quand on dirige une grande entreprise, hein. Et puis, et inversement, mais aussi cette histoire de mindset. Effectivement, quand on a été sportif de haut niveau, on a un certain mindset de discipline, d'hygiène, de dépassement de soi, de compétition, d'attaque, ça dépend un petit peu le sport qu'on pratique aussi. Et toi, en plus de tout ça, eh ben, tu parles aussi avec beaucoup de sportives et sportifs de haut niveau, beaucoup d'explorateurs, beaucoup d'aventuriers, beaucoup de gens un petit peu hors normes, des frappés. Encore une fois, tiens, on l'a placé une deuxième fois, une troisième avec celle que tu as utilisée quand tu as présenté le podcast. Qu'est-ce que tu notes justement comme apprentissage que te partagent tous ces invités ou que toi tu as pu faire? On le rappelle, hein, dans ta présentation, tu nous as dit que tu as travaillé 8 ans chez Apple. Apple, c'est quand même, je pense, une belle marque de fabrique, une belle école, une belle entreprise où quand on passe par chez Apple, c'est un peu comme quand on a été sportif de haut niveau. Déjà, c'est qu'on a un certain niveau d'expertise, de compétences, et puis aussi, quand on en sort, c'est qu'on a appris pas mal de choses, non? Il y avait plein de questions dans ma question, Ouais, mais ça, c'est ma spécialité. C'est normal, je te laisse trier. Je commence. Peut-être commencer par les apprentissages des invités. Alors, ce qui est intéressant, je ne l'ai pas trop précisé encore, mais mes invités ils viennent d'univers très variés. Donc, principalement, enfin, on va dire majoritairement, mais vraiment juste au-dessus des 50%. Donc, ce n'est pas massif non plus, mais la petite majorité de mes invités viennent d'univers sportif. Donc, des athlètes, soit des athlètes du dimanche jusqu'à des champions olympiques. J'ai beaucoup de trailers, d'ultra-trailers. J'ai aussi des aventuriers, des explorateurs. Mike Horn, que j'ai reçu pour l'épisode 100. Ses filles, que j'ai reçues plusieurs fois. Des militaires, des forces spéciales. Et puis des entrepreneuses, des gens qui montent des projets associatifs, des chefs gastronomiques. Donc, c'est très varié. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est qu'en dépit de la diversité des univers dans lesquels ces frappés s'inscrivent, finalement, le message, c'est un peu toujours le même. C'est quel que soit ce dont vous rêvez, quels que soient vos objectifs, eh ben, en fait, c'est possible globalement de les atteindre. Il faut se faire confiance et le plus dur, la phase la plus compliquée à passer, mais qui après amène à des changements radicaux, c'est le premier pas en fait. Et c'est vraiment le message de tous mes invités, c'est oser vous lancer, oser faire ce premier pas. C'est peut-être le plus difficile parce que c'est là on sort du chemin, on sort d'un cadre, tu vois, on vient peut-être briser des chaînes dans certains cas. Mais une fois que ce premier pas est là, en fait, il y a ce phénomène d'inertie qui s'installe
On fait le premier pas, il est très difficile. On en fait un deuxième, il est difficile. On en fait un troisième, c'est un peu moins difficile. Et puis au 50e pas, en fait, ça roule, tu vois, ça roule tout seul. Enfin, peut-être pas tout seul, faut pas exagérer, mais ça roule. Et tu vois, cette image du premier pas, du mouvement, d'un mouvement à créer, moi, c'est vraiment ce que je retiens de tous ces échanges. En gros, mettez-vous en mouvement, c'est comme ça que vous vous sentirez vivant. Et voilà, je trouve que le message est déjà très beau. Et puis ensuite, c'est difficile d'y résister. Tu vois, moi, il y a plein de changements que j'ai mis en place dans ma vie depuis que j'ai commencé le podcast, parce qu'à force d'entendre ce message toutes les semaines, je fais un épisode par semaine minimum depuis 3 ans et demi, donc depuis septembre 2020, et ben, tu finis par te dire, bon, bah là, il faut que je passe à l'action moi-même, tu vois. Donc, le fait d'avoir créé des boîtes, d'avoir quitté Apple, de m'être lancé sur un ultra trail de 300 bornes, tout ça, c'est des choses qui sont arrivées principalement, je pense, grâce à ce message de mes invités. Et grâce aux rencontres que tu fais aussi, alors non seulement avec les invités, mais après, si je ne m'abuse, ça arrive que vous vous rencontriez en physique. La dernière fois, on parlait d'un pote à toi qui est à Aix aussi, Lilian Doza, qu'on embrasse, s'il nous écoute d'ailleurs, c'est pas s'il nous écoute. Lilian, j'espère que tu nous écoutes, tu as intérêt à nous écouter. Sauf si tu nous écoutes pas, on va venir te botter les fesses. Déjà Loïc, et puis après moi quand je repasserai. Mais forcément, si tu côtoies des gens comme ça, en plus de les avoir sur le podcast, bah, ça t'incite à faire ce fameux premier, deuxième, troisième, 50e, 50 millionième pas. Ouais, c'est clair, complètement. Et non, mais c'est clair. Et tu vois, il y a un gros podcasteur français dont le slogan est qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'il a enlevé les 5, hein, on est juste la moyenne des personnes qu'on fréquente. Ah, il a enlevé le 5, plus. ok, bon. En tout cas, je crois qu'à la base, c'est l'étude sociologique d'où ça vient, il me semble que c'est 5 personnes. Mais bref, ce qui est clair, c'est qu'il y a une vraie émulation. Et ouais, complètement, tu as raison. Même sans rencontrer tous ces gens-là, parce que je suis à presque 200 invités et j'ai pas du tout rencontré tout le monde. Le fait d'être en contact, de pouvoir échanger en direct avec des profils comme ça, ouais, en fait, ça t'incite un peu vulgairement à te sortir les doigts, tu vois, à te faire confiance, à oser, à te lancer. Et ça, c'est juste génial. Et Lilian, c'est un peu plus particulier parce qu'on habite pas très loin depuis que je suis rentré en France. Avant ça, j'habitais en Suisse. Et oui, on se voit régulièrement. On travaille en ce moment sur un projet. Tu vois, j'étais au téléphone avec lui ce matin. Donc, oui, ça, c'est juste génial. Et d'ailleurs, ça me fait, si je peux faire une réponse un peu plus longue, ça me fait. C'est toi l'invité, hein, c'est comme si c'était ton podcast, mais là, tu as le droit de parler, donc vas-y. Hein. C'est ça. Mais ça me fait une très bonne transition pour répondre à la question de ta série de questions précédentes sur Apple. Et je pense que, alors, ce que j'évoque là, tu vois, l'émulation, à force de rencontrer des frappés, etc., c'est valable dans la vie. Mais en fait, quand tu as la chance d'avoir ça dans un cadre pro, c'est génial aussi, tu vois. Et moi, c'est globalement ce que je retiens de chez Apple, c'est que je vais pas idéaliser, c'est comme partout. Il y a des gens qui sont extrêmement inspirants, intéressants, intéressés, passionnés, etc. Il y en a aussi qui le sont moins. Oui, des cons, il y en a partout. Hein. Voilà. Il n'y en a pas que dans la police. Oh non. Je voulais pas utiliser le terme, mais oui, mais c'est comme partout. Voilà. Par contre, c'est vrai que de manière générale, j'ai travaillé dans d'autres boîtes avant. Tu vois, une petite PME, mais internationale, pour laquelle je travaillais au Canada puis aux États-Unis. Après, j'ai travaillé pour IBM. Après, j'ai travaillé pour une société de conseil et mon client, c'était le commissariat à l'énergie atomique. Donc, j'avais vu un peu un mix de petites boîtes françaises présentes à l'étranger, de gros groupes internationaux présents en France, des univers un peu, tu vois, secteur public avec très, très haut niveau d'exigence, le CEA. Et l'expérience la plus folle que j'ai vécue, c'est clairement Apple. Tu vois, où il y avait moi, ce qui m'a vraiment marqué sur ces 8 ans, c'est le niveau d'attention aux détails. En fait, le niveau d'exigence permanent sur absolument tous les sujets que tu peux imaginer. Les sujets que les gens peuvent voir potentiellement en tant que clients. Tu vois, il y a des choses qui sont connues. La vitesse, quand tu ouvres une boîte d'iPhone, tu reposes le carton du haut de la boîte, la vitesse à laquelle ce carton descend de lui-même tout seul, en fait, c'est calculé. Pardon. Si tu rentres dans un Apple Store, quel que soit l'Apple Store dans le monde, il n'y a que 4 matériaux. Tu vois, du bois, de la pierre, du verre, de l'aluminium. Il n'y a absolument rien d'autre. Ça va jusqu'à des niveaux de détail. Si tu ouvres un iPhone, tu vois, à l'intérieur de l'iPhone, toutes les soudures sont absolument parfaites. Tout est calculé pour que visuellement, ce soit absolument magnifique, alors que personne va regarder l'intérieur d'un iPhone. Et ça, tu le retrouves absolument à tous les niveaux de l'organisation, absolument tous les niveaux. Donc, ça fait que tu as une espèce d'incitation à l'excellence permanente tout le temps. Et ça, c'est juste génial. C'est une super école pour ça. Alors, de temps en temps, aux sportifs et sportifs de haut niveau que je reçois et qui brisent le tabou de la facilité du sport, hein, tout le monde le dira, et je le dis systématiquement, cette phrase que je répète à mes enfants, le talent c'est bien, mais le talent sans travail, ce n'est rien. Bref, tous les sportifs nous disent, c'est dur,
C'est dur de s'entraîner, c'est dur d'en arriver là, c'est dur d'être le meilleur, c'est dur d'être la meilleure du monde, etc. Et moi, je leur réponds, mais alors pourquoi? Et toi, j'ai envie de te dire, mais alors pourquoi t'as quitté Apple? Si tout est, s'il y a cette attention aux détails, si tout est aussi bien, aussi beau, aussi rose, qu'est-ce que tu as été chercher que tu ne trouvais pas chez Apple? Pour avoir un niveau, tu vois, de performance qui est celui d'Apple, il faut quand même le rappeler, hein, alors je crois que ça a changé il y a quelques semaines, mais globalement, plus grosse valorisation du monde. Apple, c'est une boîte qui est assise sur une réserve d'à peu près 300 milliards de dollars de cash. Donc, ça veut dire de l'argent disponible immédiatement, hein. C'est pas genre un chiffre d'affaires, c'est du cash. Apple, je crois que les ventes d'AirPods, donc des AirPods, c'est à peu près 200 € l'unité. Je crois que les ventes de AirPods sur le deuxième trimestre du premier confinement, c'était genre 2 milliards, un truc comme ça, ou 21 milliards l'année dernière, donc plus que la plupart des boîtes du CAC 40. Donc, pour arriver à un niveau de performance comme ça, bah, je disais, c'est une attention, un souci du détail poussé à l'extrême, et aussi forcément une tendance à contrôler absolument tout ce qui se fait. Et donc, bah, c'est super formateur, mais au bout de 8 ans, moi, je sentais que j'avais besoin d'être un peu plus aux commandes. Tu vois, j'avais envie de plus forcément être principalement dans l'exécution, parce qu'on ne va pas se cacher, hein, en dehors d'une poignée de personnes qui prennent des décisions au siège aux États-Unis. En fait, l'extrême majorité des employés Apple, on est là pour exécuter, tu vois, exécuter du mieux possible. Mais en fait, tout est déjà réfléchi, et réfléchi vraiment par des gros cerveaux. Enfin, en tout cas, moi, c'était l'expérience que j'ai eue. Et on est là pour exécuter. Et au bout d'un moment, moi, j'avais envie de passer de l'autre côté, d'être aux commandes, de gérer un projet pour moi, avec mes moyens, et globalement de compter que sur moi. Bref, j'avais envie de me faire une aventure entrepreneuriale. Il y a eu une sorte de concours de circonstances, et fin 2021, bah, avec un copain, voilà, on a décidé de se lancer, de créer une boîte voilà, le projet nous tenait à cœur de le faire ensemble. Et donc, on s'est lancé. Mais c'était principalement ça, tu vois. C'était l'envie finalement de vivre un peu plus une aventure entrepreneuriale, parce qu'Apple, c'est une super expérience, mais je ne peux pas vraiment dire que c'était une aventure entrepreneuriale. Tu vois, c'était très formateur, mais c'est quand même une grosse boîte, même si tu ne le sens pas trop quand tu es en interne. Mais ton champ d'action est quand même relativement limité, en tout cas par rapport à ce que moi je voulais faire. Tu vois. Je ne pouvais pas décider de quand lancer une campagne marketing pour Apple en France. Tu vois. C'était clairement pas ça que je pouvais faire. Ou sur quel produit se concentrer, ou la forme du prochain iPhone. Non, pas du tout. Clairement pas. Donc, j'avais envie de vivre ce type d'expérience. Et du coup, la voie que j'ai choisie, c'était la création d'entreprise. Qu'est-ce que tu as appris de cette création d'entreprise? Alors, toujours en essayant de faire des liens avec l'expérience précédente, mais aussi avec le sport de haut niveau. Ouais, que c'est. J'aurais envie de te dire que c'est. Pour moi, le sport de haut niveau, un des gros apprentissages, c'est que c'est une bonne école de la vie, dans le sens où c'est quand même ingrat, globalement, le sport de haut niveau. Et c'est bien, hein, tant mieux, tu vois, c'est ça qui forge. Mais c'est quand même ingrat. Il y a plein de choses. Le sport déjà à la base, je me permets de te couper, mais Ouais. le sport déjà à la base, je veux dire, même dans notre culture européenne et encore plus française, où l'échec est pas très valorisé, ça n'empêche que le sport, ce n'est que ça. Même les meilleurs du monde, ils ne gagnent pas tout le temps. Il y a bien un jour où ils se prennent le pied. Usain Bolt, il a fait des faux départs alors que c'était champion du monde sur la distance. Donc le sport de manière générale, c'est une grosse leçon d'humilité, non? Ouais, clairement. Clairement, et je pense que la leçon, elle est d'autant plus forte, ou en tout cas marquante, que tu pratiques à une intensité élevée. Tu vois. Faire un faux départ quand tu fais une course par an, peut-être que tu t'en rappelleras, mais la leçon, elle est peut-être moins ancrée profondément, fortement en toi, que si tu es en équipe de France et que tu essaies de choper les sélections pour les prochains JO. Tu vois, donc oui, le sport, évidemment, c'est un très bon apprentissage pour ça, parce qu'on apprend à gérer les échecs. En tout cas, les résultats qui ne sont pas à la hauteur de l'investissement qu'on a fourni, et on apprend à rebondir. Donc ça, c'est top. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un peu ça aussi. C'est un peu l'école de la résilience, mais peut-être encore plus. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plus dur que le sport, parce que tu n'as pas cette dimension physique. Dans le sport, tu peux te dire, OK, j'ai pas le résultat escompté à une compétition. J'étais pas bon ce jour-là, ou quelqu'un était meilleur que moi. Mais je vois quand même comment j'ai progressé physiquement. Il y a un chrono qui est là pour me dire, tu vois, comment j'ai progressé. Il y a, je sais pas, une fréquence cardiaque. Il y a un poids sur la balance, tu vois. En entrepreneuriat, enfin, le fait que ce soit purement cérébral,
et que tu sois quand même globalement isolé, j'ai trouvé que c'était assez difficile. Tu vois, dans ta discipline, je sais pas, demain tu fais de la course à pied, tu peux comparer tes chronos, tu peux dire ah bah sur cette course j'étais pas bon, mais en fait mon chrono il est meilleur que celui que j'ai fait à l'entraînement, donc ça c'est pas mal par rapport à moi, je suis devenu meilleur. Et puis par Puis surtout, rapport tu as à potentiellement toujours des axes d'amélioration. ouais, Comme c'est tu te ça. dis, c'était pas ton bon jour, peut-être que tu peux jouer sur l'hygiène, peut-être que peux jouer sur la récupération, Ouais, peut-être que tu peux jouer sur le sommeil, peut-être que tu peux jouer sur les concurrents, hein, des petits croche-pieds, de temps en temps, ça se fait, quoi. ouais, Non. ouais, voilà, ouais, exactement. Mais globalement, tu vois, tu as toujours moyen de. Tu peux toujours te rattacher à des indicateurs, il y a toujours des sensations que tu as physiquement qui font que voilà, tu sens la progression. Et même, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'être endurant physiquement versus endurant purement mentalement. Tu vois. Être endurant, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est être endurant, c'est être capable d'encaisser les coups, de ne pas savoir comment, à quelle sauce tu vas être mangé, tu vois, tous les matins, mais de continuer à faire le max. Et ouais, j'ai trouvé ça. Donc, c'est un peu le parallèle que je ferai avec le sport. C'est de la résilience aussi. C'est de la créativité aussi. C'est se débrouiller avec les moyens du bord. Mais ouais, la dimension physique, enfin, moi, en tout cas, elle m'a manqué, tu vois. Et c'est peut-être pour ça, je pense que la même année où j'ai créé ma boîte, je me suis inscrit à une grosse course là, de 300 bornes dont je parlais. Tu peux balancer, hein, Ouais, les initiales, c'est P, T et L, c'est ça, non? PTL, ouais, la petite trotte à Léon, qui est une course organisée par l'UTMB. Et je pense que j'avais besoin, en fait, aussi, moi, d'aller me rassurer. Tu vois, de me dire, OK, le business, enfin, je galère. Je suis entrepreneur en France. Donc, comme tous les entrepreneurs en France, il y a des hauts, des bas. Et puis, on est parfois un peu isolé. Et je pense que j'avais besoin de cette épreuve pour me dire, OK, le business, c'est difficile, mais physiquement, voilà, je suis capable de faire ça. Et donc, d'ailleurs, je m'étais dit avant la course, tu vois, je m'étais dit, mais si j'arrive à finir ce truc monstrueux qui me terrorisait, ça va être un méga boost en termes de confiance, tu vois, ça va être génial. Donc, c'est ça que j'ai trouvé difficile dans l'entrepreneuriat, ouais, c'est que finalement, c'est assez cérébral et puis tu es quand même assez isolé. Et puis, c'est globalement, voilà, ouais, c'est à peu près tout en fait. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Mais ça peut expliquer aussi pourquoi certaines personnes vont chercher cet équilibre aussi dans le sport. J'ai eu à ce micro Jean de la Roche-Brochard, qui habite pas très loin de chez toi d'ailleurs, qui est un grand investisseur français très connu, qui trouve son équilibre au-delà de la famille et autres, mais aussi dans la pratique du sport. Et du coup, toi, tu disais que c'était ce que tu allais chercher et que tu te disais qu'une fois que tu aurais fini cette petite trotte à Léon, cette PTL, donc on le rappelle, une petite course de 300 km en full autonomie, on y va à plusieurs quand même. Donc c'est un peu comme l'entrepreneuriat, tu vois. Ça te donnerait un gros coup de boost, notamment sur la confiance. Ça, c'est ce que tu te disais, mais la réalité, c'est quoi? Une fois que tu passes la ligne, est-ce que tu es réconforté? Est-ce que ça donne un gros boost? Est-ce que tu repars de l'avant? Est-ce que ça fait exploser ta boîte? Tu sais, un peu comme les sportifs qui se disent ouais, une fois que j'aurai ma médaille au JO, les sponsors ils vont se ruer sur moi, Ouais. je vais être obligé de les écarter tellement il y en aura. Puis en fait, non, ça change rien, quoi. Ouais. Bah, c'était exactement ça. En fait, je pense que comme dans beaucoup de situations, ce qui a été le plus marquant, c'était le cheminement, tu vois, pour arriver jusque-là. Mais effectivement, passer à la ligne d'arrivée, il n'y a pas eu de révélation. C'est pas enfin, en tout cas, j'ai pas d'histoire fabuleuse à raconter où d'un coup, tu vois, j'ai changé mon business et je suis devenu millionnaire et ma boîte a bien marché, enfin, super bien marché. Non, C'est pour non, ça que tu fais du podcast maintenant. ouais, voilà. Non, mais ça a été une très chouette expérience. Mais en fait, je pense que comme souvent, quand tu réalises quelque chose, ça vient simplement. En fait, ça devient une nouvelle. Ça étend le champ des possibles pour toi. Tu vois, ça devient un nouveau référentiel. Mais comme ça devient un nouveau référentiel, bah, finalement, ça perd un peu le côté exceptionnel. Tu te dis, bah, en fait, je l'ai fait une fois, donc peut-être que je pourrais le refaire une deuxième fois. Donc finalement, c'est peut-être pas si extraordinaire que ça. Puis il y a plein de gens autour de moi qui l'ont fait. Donc c'est cool, mais je trouve que ça perd de sa magie. En fait, à partir du moment où tu le fais, tu vois, c'est fait, c'est derrière toi. À la seconde où c'est terminé, ça normalise la chose en fait. Tu vois. Et alors moi, je suis jamais allé au jeu, évidemment, mais pour en avoir discuté avec et je pense c'est comme toi, quelques sportifs, quelques athlètes olympiques qui ont ramené des médailles, c'est un peu ça aussi le constat. Tu vois, c'est bah, une fois que la médaille est là, en fait, so what quoi. Tu te dis bah ok, bah ça change rien. Je respire toujours normalement. On me dit toujours bonjour de la même manière. Demain matin, j'aurai faim en me levant, comme tous les jours.
Voilà, faut que je me trouve un nouvel objectif, quoi. Mais celui-là, il est fait, donc rien ne change, rien de bien spécial change. En tout cas, c'est pas les transformations incroyables qu'on peut imaginer parfois. Moi, j'avais imaginé une grosse transformation après la PTL et je suis très content d'avoir fait. C'est une bonne référence, mais voilà, ça a juste étendu un peu le référentiel de ce que je sais être capable de faire, mais sans transformation personnelle incroyable. Ouais, peut-être que la réponse, elle vient aussi, et je crois que c'est tout à l'heure, tu parlais d'un grand podcasteur français. Bon, on va le citer, hein, Mathieu Stéphanie. Alors j'espère qu'il nous écoute, mais j'en doute. Mais bon, soit. Mathieu, si tu nous écoutes, ciao. Qui parlait avec Joe Wilfried Tsonga, pour rester dans le sport. Et Joe Wilfried lui disait, en fait, c'est une question de projection et d'objectif. Effectivement, tu te dis, quand j'aurai gagné ça, ce sera bien, ou quand j'aurai gagné ça, les choses vont changer. Mais peut-être que justement, les choses ne changent pas parce que tu t'es fixé que cet objectif-là. C'est ce que disait Joe Wilfried. Il aurait dû se fixer non pas un Roland Garros, mais 10 Roland Garros. Et ça l'aurait poussé plus encore en avant et peut-être poussé plus à apprécier le chemin déjà parcouru. Et c'est peut-être le conseil qu'on peut donner à celles et ceux qui nous écoutent, c'est effectivement se fixer des objectifs atteignables, mais encore un cran au-dessus de ce qu'on est en train de préparer, en train de réaliser, que ce soit dans le soutien aux sportifs de haut niveau, que ce soit dans l'échange avec ces gens-là, que ce soit dans son développement personnel, dans sa boîte, dans son sport. Je sais pas ce que tu en penses. Peut-être qu'au lieu de te dire la PTL, si tu t'étais dit, la Transamérica, ça aurait été différent, tu vois. Ouais, je pense que, alors, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'on sous-estime largement ce qu'on est capable de faire et que le premier frein à tout ce qu'on entreprend, c'est nos croyances limitantes, en fait. Clairement. Je suis aussi convaincu du pouvoir de la persuasion, enfin, qu'on peut se persuader qu'on est capable de faire quelque chose ou qu'on peut réaliser quelque chose de très grand à partir du moment où on s'est fixé un objectif. Exactement ce que tu disais, tu vois. Si demain, je me dis que je suis capable de courir 10 marathons d'affilée, je vais peut-être pas pouvoir faire les 10, mais je vais pouvoir en faire 8, tu vois. Et ça serait déjà un truc incroyable. Mais par contre, si je me dis que je suis à peine capable d'en faire un, bah, j'arriverai jamais au 8. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Je nuancerai juste un tout petit peu. Je pense que pour être capable de faire ça, de se fixer des objectifs qui sont vraiment énormes, je pense qu'à la base, il faut quand même avoir la flamme, tu vois. Il faut savoir pourquoi tu y vas. Surtout, et je dis ça surtout parce que je pense que voilà, dans ton audience, il n'y a clairement pas de gens qui sont de ce type de profil. Mais tu vois, à une époque où sur les réseaux sociaux, tu vois un paquet de messages sur l'argent facile, la réussite instantanée, devenir millionnaire, machin, influenceur, cette notion d'instantanéité, ça laisse, j'en parlais avec des auditeurs du podcast, des frappés, ça laisse penser qu'il n'y a qu'un seul schéma. Tu vois, tu crées une boîte, boum, il faut que tu lèves de l'argent, il faut que tu passes sur qui va être mon associé, tu es millionnaire et tu es le champion du monde. 99% du tissu économique français, en fait, c'est des petites PME, des artisans qui font tourner le pays et qui vont jamais lever des millions et qui sont très heureux comme ça et qui ont un impact économique peut-être, enfin, je vais pas donner de proportion, tu vois, mais X fois supérieur à toutes les boîtes qu'on voit passer sur qui veut être mon associé, par exemple, tu vois. Voilà. Donc, je pense que le vrai point de départ, c'est trouver ta flamme. Qu'est-ce que c'est qui te fait vibrer? Et à partir du moment où tu l'as, ouais, là, en fait, être en mode no limite, tu vois. Si ta flamme, c'est, j'en sais rien, faire des expéditions en autonomie à vélo et que en soi, il n'y a pas grand-chose qui t'empêche de faire un Paris-Séoul à vélo, même si ça te terrorise, et ben vas-y, tu vois. Dis-toi que tu vas te faire un Paris-Séoul. Si ton truc, ta flamme absolue, c'est, j'en sais rien, de créer une asso et de faire du ramassage de déchets, eh ben, dis-toi que tu vas ramasser 1 million de tonnes de déchets sur les 5 prochaines années, tu vois. Voilà. Mais à la base, je pense qu'il faut qu'il y ait la flamme. Et une fois que tu as la flamme, c'est là où il faut s'autoriser à être en mode no limite. Ouais. Et après, à mettre tout ce qui va en place et créer toute l'équipe qui va autour de ça pour pouvoir y arriver. Parce qu'on parle, pour revenir sur les sportifs de haut niveau, oui, déjà, comme tu disais, je pense pas que dans notre audience et dans mes invités, il y ait des gens qui soient très friands du l'argent facile, tout ce système d'instantanéité. Au contraire, hein, on le rappelle encore une fois, dans le sport, ceux qui sont au plus haut niveau, ils ont rarement commencé l'année d'avant. Hein. C'est des années, voire des décennies de travail acharné. Et puis effectivement,
trouver sa flamme, trouver ce qui nous fait vibrer et puis se fixer, se fixer la lune. Au pire, on ira dans l'espace, quoi. Ouais, exactement. Ouais, complètement. La boîte que tu avais créée avec ton pote, tu nous as dit que tu trouvais beaucoup de similitudes avec le sport de haut niveau, dans la résilience, dans le dépassement de soi, même s'il te manquait ce dépassement physique. Vous en êtes où ? Vous l'avez arrêté ? Vous avez continué ? Vous l'avez étendu ? Vous l'avez revendu ? T'en as fait quoi ? Je te parlais de la flamme juste avant. À un moment donné, moi, cette flamme, je ne l'ai plus eue pour plein de raisons. Donc, la boîte a très bien marché. On l'a lancé quand ? Donc, fin 2021. Pendant 6 mois à peu près, on a développé le produit. Donc, c'était un logiciel de gestion d'équipe qui permettait d'avoir des suivis sur les entretiens individuels, l'évaluation de la performance, d'envoyer des feedbacks, etc. Donc, un logiciel de suivi d'équipe plutôt destiné à des PME. Donc, 6 mois de développement de produit. Très rapidement, en fait, on a très bien vendu une version vraiment, pas bêta, mais à peine plus que bêta, tu vois, de la solution. Donc, elle n'était pas complètement finie. Et pourtant, il y a eu déjà un bon succès à ce moment-là. Et puis, pour différentes raisons, quand même pas mal aussi le contexte économique qui a changé drastiquement début 2023. Tout s'est arrêté et en gros, les clients, enfin les prospects qu'on approchait nous disaient là, c'est très compliqué économiquement. Il y a plein d'indicateurs qui sont dans le orange, voire dans le rouge. Donc, on bloque tous les investissements. Potentiellement, on attaque même des plans de licenciement. Donc, votre solution, elle est cool, mais on se parle en 2024. Et en fait, on n'avait juste pas la trésorerie pour tenir jusqu'en 2024. Et une alternative, c'était de partir en levée de fonds. Et moi, à ce moment-là, je commençais à tout ce que j'avais vu jusqu'à présent, tu vois, sur l'univers de l'entrepreneuriat en mode Startup Nation en France, les levées de fonds et tout, c'était pas forcément ce qui, moi, me faisait rêver. Et j'avais vraiment, vraiment pas l'énergie et surtout pas du tout l'envie de partir pendant 9 mois avec mon bâton de pèlerin pour aller faire une levée de fonds. En gros, abandonner donner une partie de la boîte à des gens qui avaient comme seul objectif un retour sur investissement x10, tu vois. Alors, en gros, une levée de fonds, je ne sais pas à quel point ton audience est familière de ça, mais quand on parle de levée de fonds, ça veut dire qu'en fait, en tant que créateur d'entreprise, vous allez voir des gens qui ont un paquet d'argent et vous leur dites, je te donne X% de ma boîte en échange de X dizaines de milliers d'euros. Voilà. Est-ce que tu es partant ou pas ? Et en fait, en millions, Loïc, s'il te plaît, compte en millions. Voilà, soyons fous, disons en millions. Et en fait, voilà. Et du coup, cet argent, l'objectif, c'est que quand vous faites ça, vous puissiez accélérer très, très fort et que votre boîte devienne pérenne. Voilà, en gros. Mais donc, voilà, la relation, moi, je sais pas, moi, ça me gênait un peu cette idée de dire, en fait, je vais faire rentrer des gens dans le projet, je vais leur abandonner une partie de la boîte et leur motivation à rentrer dans le projet, c'est pas forcément, c'est pas uniquement une motivation de la mission est cool, l'impact va être génial, ça me parle, etc. Mais plus une motivation, je veux faire un max de thunes. Voilà. Et j'avais vraiment pas envie de faire ça. Et en fait, c'est vraiment un jeu de séduction. Et c'est ça qui m'a. À l'inverse du sport, là, pour le coup, tu vois, dans le sport, tu peux rarement mentir. Tu peux pas mentir sur ton niveau. Tu peux pas vraiment mentir sur ce que tu es capable de faire. Tu es au rendez-vous ou tu l'es pas. Et là, l'entrepreneuriat, j'ai découvert tout un monde en fait de séduction où tu fais passer des messages en essayant de. Tu vois, tu es capable de réaliser 10, puis tu fais croire que tu fais déjà 100. Fake it until you make it. Ouais, voilà. En gros, c'est un peu ça. Il y a un terme américain qui dit fake it until you make it. C'est un peu ça. Et moi, une de mes valeurs, mais vraiment très, très forte, c'est la confiance, l'honnêteté. Et j'étais vraiment pas à l'aise avec cet exercice. Tu vois. On commençait à nous conseiller, nous dire non, mais là, gonflez un peu les chiffres, parlez de chiffre d'affaires estimé, ce que vous pensez faire et pas de ce que vous avez fait. Et ça, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Il n'y a pas de jugement. Hein. Les gens, voilà, ceux qui font ça, très bien, si ça marche pour eux, c'est parfait. Mais moi, je me retrouvais vraiment pas là-dedans. Et j'avais surtout pas envie et du coup, j'avais pas envie de faire ça pendant 9 mois. Parce qu'en gros, à partir du moment où vous commencez un processus de levée de fonds, actuellement, là, ou en tout cas en 2023, il fallait à peu près 9 mois au stade auquel notre boîte en était par rapport au montant qu'on voulait lever, etc. C'était à peu près 9 mois. Et donc, je me voyais vraiment pas partir pendant 9 mois à essayer de séduire des gens pour espérer avoir leur accord pour en fait leur vendre une part de la boîte, quoi. Et voilà. Donc une longue réponse pour dire tout simplement, pardon, que, on a fermé la boîte. Voilà, que l'aventure a bien démarré, mais qu'en fait, à un moment donné, il y a une situation
qui s'est présenté et moi, j'avais pas la flamme de continuer. Quand j'avais plus cette flamme et donc, voilà, plus la flamme, on arrête la boîte. Voilà. Aussi simple que ça. Bon, c'était un autre gros choix que tu as fait dans ta vie, comme quand tu as décidé d'arrêter le judo à haut niveau, comme quand tu as décidé de quitter Apple. Je viens pas sur le terrain de est-ce que c'était facile, est-ce que c'était difficile, etc. Quels apprentissages t'en as sorti justement du fait d'avoir arrêté la boîte? On a compris que t'avais pas envie, t'avais pas l'énergie d'aller vendre des monts et merveilles à des gens à qui tu lâcherais une part de ta boîte et puis qu'au final, peut-être même que t'avais même plus la flamme, plus l'énergie pour simplement faire tourner la boîte comme ça, dans ces conditions-là. Mais qu'est-ce que ce choix-là t'a appris? Qu'est-ce que ça a généré chez toi? Qu'est-ce que ça a créé de beau chez toi? Ou de pas beau, hein, mais qu'est-ce que ça t'a appris, quoi, globalement? Encore une longue question pour 3 mots que j'aurais pu placer facilement. Je pense que ce que ça m'a appris, c'est que c'est important de faire les choix. C'est qu'il y a des moments où il faut être capable de faire les choix en s'écoutant et de faire les choix pour soi. Pas dans le sens être égoïste, mais dans le sens. Enfin, je te dis pourquoi je dis ça. Donc déjà, on était deux avec mon pote. Donc, moi, j'avais au début, si tu veux, les premières semaines quand j'ai vu, parce qu'on s'est démené, hein, je dis ça en mode j'avais plus d'énergie, etc. Mais je me suis arraché, tu vois. Je faisais des semaines de malade mental. J'ai essayé des dizaines de stratégies différentes. Enfin, je me suis vraiment envoyé pour que ça marche, tu vois. J'ai contacté des centaines de personnes. J'ai eu des échanges dans toute l'Europe avec des spécialistes en la matière, avec des gens dans les RH, des directeurs financiers. Je me suis vraiment arraché. Donc, c'était pas un petit caprice de oh, ça marche moins bien, on arrête. Mais ce que ça m'a appris, ouais, c'est vraiment ça, c'est faire le choix, à un moment donné, prendre des décisions en se basant sur son ressenti à soi. Et je dis ça parce que déjà, on était deux, il y avait mon associé, donc quand j'ai vu que ça devenait difficile en dépit de tout ce que je faisais et que la seule option qui restait, c'était une levée de fonds, je me suis dit, j'ai pas l'énergie, mais est-ce que j'arrête? Je peux pas arrêter, il y a mon pote avec moi. Je peux pas le laisser tomber comme ça. Et en plus de mon pote, on avait créé ce qu'on appelle un advisory board. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, on avait un groupe de personnes qui étaient trois, à qui on avait donné une partie du capital de la boîte et en échange de leur expertise et de leur réseau. Donc, on avait trois personnes extraordinaires, Hakim, Adrien et Camille. Tu vois, Camille, prof à Harvard, entrepreneuse, double docteur en sciences cognitives. Hakim qui a levé des millions pour une appli de dons entre particuliers qui s'appelle Give, G-E-E-V. Et Adrien qui a un très très gros poste chez Welcome to the Jungle. Donc des gens avec une grosse expertise, gros réseau et surtout le cœur sur la main qui nous ont énormément aidés. Et en fait, je me disais, mais je peux pas abandonner, je peux pas arrêter là, tu vois, je peux pas abandonner. Il y a mon pote, mon associé, il y a ces trois personnes-là, il y a ma famille, tu vois, j'ai fait pas mal de sacrifices, financiers, etc. Et en fait, le gros apprentissage, c'est que j'ai bien fait d'arrêter, parce que si j'avais continué, j'aurais continué pour les mauvaises raisons. Et en fait, ça aurait été desservir ces gens-là que de m'acharner à continuer, parce que j'aurais pas mis l'énergie, j'aurais pas mis la hargne, tu vois, qu'il fallait. Et donc, je suis quasi certain que le projet n'aurait pas marché in fine. Et donc, à la fin, je les aurais de toute façon déçus. Donc, je pense qu'en fait, là, voilà, l'apprentissage, c'est ça. C'est parfois, il faut être capable de dire, OK, là, je me concentre sur vraiment mon ressenti à moi, mes motivations. Et c'est en faisant ça que du coup, je respecte, entre guillemets, les gens qui sont associés à mon projet. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme un sportif qui dirait, je sens que j'ai plus la flamme, je suis blessé, j'ai mal partout. Est-ce que j'emmène vraiment toute mon équipe, mon coach, les nutritionnistes, les préparateurs et tout, jusqu'au prochain JO, dans 4 ans? Ou est-ce que je le sens, ça va pas le faire, et même si c'est une énorme déception parce que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, je préfère leur dire maintenant qu'on s'arrête. Tu vois, c'est un peu ce parallèle-là que je ferai. Ouais. L'honnêteté, la sincérité, envers toi et envers les autres. J'allais justement faire le parallèle avec le sport, mais tu l'as fait à ma place. On sent que tu es à l'aise derrière le micro quand même. Et justement, on parle du micro. La suite, alors c'est pas vraiment la suite parce que tu avais déjà commencé le podcast avant, mais tu nous as dit que depuis, tu développes le podcast. C'est quoi ce sport de développer un podcast? Comment on en vit d'un podcast? Ou tu vis encore sur tes économies et ton parachute doré de quand tu as quitté Apple? Ah non, tu as quitté, tu t'es pas fait virer. Non, ouais, j'ai quitté, puis j'étais en Suisse, donc il n'y a pas de rupture conventionnelle là-bas. Le code du travail, il fait genre 8 pages. Pas de rupture conventionnelle, pas de chômage, puisque quand j'ai démissionné de chez Apple, j'ai aussi quitté la Suisse.
Et donc, je suis revenu en France. Et comme je n'avais pas cotisé en France, voilà. Là, c'était vraiment une démission. Genre, j'ai tout perdu. Enfin, tout perdu. Il n'y avait vraiment aucune compensation derrière. Donc, s'il y en a qui sont en France, rendez-vous compte, c'est un truc de ouf. Le chômage, c'est absolument fabuleux. C'est le meilleur investisseur en fait pour votre projet, quel qu'il soit. Ah bah, C'est ouais, c'est clair, c'est un truc de connu. Hein. fou. On dit souvent que Pôle emploi est le meilleur investisseur de Ah start-up en ouais, non, mais France. Bon, maintenant, ça s'appelle France Travail, mais oui, c'est le Ouais. meilleur investisseur de start-up Ouais. quand tu as 2 ans pour voir venir. C'est clair. Et puis en termes de charge mentale, c'est quand même pas la même chose de se lancer avec pas l'intégralité de son salaire, mais presque, versus rien, quoi. Mais bon, bref. Du coup, j'ai oublié ta question. Je suis désolé. La question, c'est comment est-ce qu'après on se dit, voilà, tu Oui, fermes comment ta j'en vis, boîte ouais. et comment tu te dis, en fait, le prochain projet, c'est lancer le podcast et en vivre. Enfin, pas lancer, mais continuer le podcast et en vivre. Ouais. Alors, on sort du sport, mais il y a quand même encore une fois des parallèles avec le sport. Ouais. Alors, je vais juste faire toujours avec cette idée par rapport au sport, tu vois, il n'y a pas de hasard et en fait, il faut regarder le parcours dans sa globalité pour comprendre ce qui fait que les gens en arrivent à un certain endroit. Je vais faire juste ouvrir une toute petite parenthèse sur pourquoi le podcast à la base. Donc moi, j'ai lancé le podcast mi-2020. Donc on était à la sortie d'une première vague de confinement. Je crois qu'en Suisse, je ne sais plus si on avait été confiné parce qu'ils étaient un peu légers sur les procédures au début. Mais bon, bref, il y avait déjà eu une vague de Covid. Et moi, j'étais un peu arrivé au bout d'un parcours chez Apple, donc je prenais plus énormément d'énergie dans ce que je faisais. Et pourtant, j'avais jamais eu autant de responsabilités. Tu vois, j'avais une grosse équipe, 80 personnes, on gérait plusieurs dizaines de millions, sur mon portefeuille. Donc il y avait des gros enjeux, grosses équipes, grosses attentes. Donc je devais donner beaucoup, mais il n'y avait pas beaucoup de. En gros, je prends souvent cette image, cette analogie de la bouteille d'eau, tu vois. Pour moi, voilà, on a tous une bouteille d'eau au début de la journée, et puis en fait, dans tout ce que tu fais, tu donnes un peu d'eau, tu donnes de l'énergie, tu donnes du temps, tu donnes voilà, de l'attention. Et moi, ma bouteille d'eau, il n'y avait plus grand-chose qui la remplissait. Donc, ça devenait un peu épuisant. Et j'ai eu cette idée du podcast en me disant, ça va être en fait, une super excuse pour rencontrer des gens incroyables qui vont me redonner de l'énergie. En fait, c'était une démarche plutôt perso. Voilà. Plutôt perso en termes de motivation. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et donc, j'ai lancé le podcast septembre 2020 et un épisode par semaine, thématique variée, ça je le disais un peu plus tôt. Et le podcast a bien grossi. 2023, c'était le plus gros podcast outdoor en France, un des plus gros podcasts de sport, top 10, top 5 assez régulièrement. Et donc, c'est vraiment en avril 2023, début de l'été 2023, quand on a arrêté l'expérience entrepreneuriale avec mon pote, que je me suis dit, écoute, il n'y a pas de hasard. Le podcast a bien grossi. Tu vois, c'était un peu deux courbes qui se sont croisées, quoi. Mon podcast qui grossissait, puis la boîte qui, pour le coup, après un gros démarrage, redescendait assez fortement. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé donc été 2023, d'essayer d'en faire mon activité pro. Et donc, comment je fais ça d'un point de vue financier? En fait, je fais des missions en parallèle. Donc, je suis coach, pas coach sportif, coach business coach et préparateur mental depuis plusieurs années. Donc, j'accompagne des gens régulièrement. D'ailleurs, de plus en plus des auditeurs de mon podcast, c'est assez rigolo. Donc, tu vois, récemment, un gars qui préparait la Diagonale des Fous, un préparateur physique crossfitter qui vit en Norvège, avec qui on a travaillé sur un sujet en particulier. Bref, des gens qui écoutent le podcast. Et dans le podcast, je mentionne que je suis préparateur mental très rapidement, juste une phrase. Et ces gens-là me contactent. Donc, il y a un peu de ça. Et puis, des missions annexes, tu vois, de conseil. En ce moment, je suis en train de travailler sur une mission de conseil ou de production audio. Alors ça, c'est assez nouveau. Donc, en marque blanche, pas pour les frapper. Tu vois, c'est pas brander les frapper. C'est des entreprises qui me contactent pour faire de l'audio. Et puis, un petit peu le podcast lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises. En fait, j'ai une communauté qui est ultra qualifiée. C'est des gens, les frappés, les gens qui écoutent les frappés, c'est des personnes qui ont à 75% 3 activités physiques par semaine et quasiment 65% 5 et plus. Donc, c'est des énervés de l'activité physique, des gens qui sont très, très sportifs, beaucoup d'activités outdoor, trail, ultra trail, rando, vélo, alpinisme, voilà. Et donc, il y a des entreprises qui sont intéressées pour faire passer des messages à ces gens-là. Et je le fais occasionnellement. Où je présente des boîtes en début d'épisode.
Et voilà. Et c'est un petit peu la situation en tout cas actuelle. Donc c'est un mix de plusieurs choses. C'est pas uniquement le podcast. Ouais, c'est finalement comme un sportif de haut niveau. Tout à l'heure, je rigolais et je citais Teddy Riner. En gros, tu as Teddy Riner et t'as Tony Parker, et puis tu as quelques tennismen français. Évidemment, je grossis le trait, mais eux, ils en vivent. C'est-à-dire, ils vivent de leurs revenus sportifs et des partenariats, des contrats d'image qui sont liés à ça. Tous les autres, ils ont du mal à s'en sortir et souvent ils ont des activités annexes. Ils ont un job à mi-temps, ils ont une CIP, donc une convention d'insertion professionnelle qui leur permet d'être dégagés tout en étant employés par souvent l'administration française, mais donc de pas travailler à temps plein, voire de pas travailler du tout, mais de pouvoir se consacrer à leur sport qui est finalement leur travail. Donc voilà, dans le podcast c'est un peu pareil. T'en as qui peuvent en vivre, et on parlait de Mathieu Stéphanie tout à l'heure. Bon, lui il a encore d'autres boîtes, mais je pense que avec le coût par mille qu'il facture sur ses publicités, il pourrait en vivre limite. Et puis t'en as d'autres qui ont d'autres activités à côté en plus du podcast, mais qui tournent quand même autour de ce que tu fais sur le podcast. Et puis le podcast c'est aussi un bon moyen d'aller chercher des prospects. C'est ce que tu fais, tu dis sans forcément le vouloir. De plus en plus tu as tes auditeurs qui viennent te contacter en tant que préparateur mental, et moi j'espère aussi qu'avec le podcast dans les vestiaires, étant recruteur, j'aurai soit des candidats, soit des patrons qui vont nous entendre et qui vont dire tiens, on cherche un dev, on cherche un CTO, on cherche ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas. Voilà, vous le savez, le message est passé. Loïc, on est en train de faire long. J'avais prévu des épisodes plus courts avec des non-sportifs de haut niveau. Mais bon, c'est super, je passe un bon moment. Puis avec les problèmes de réseau, finalement, on va couper un peu, donc ça fera plus court. Mais allez, je te pose la dernière question que je pose au podcast, que je pose aux invités sur le podcast. Si on pouvait vivre dans un monde un petit peu parallèle, et si on pouvait se projeter à côté du Loïc de 15-16 ans, quand tu vas faire ce choix d'arrêter le judo de haut niveau, le judo à haut niveau, pour te consacrer à des études de haut niveau elles aussi, et qu'il sache exactement qui tu es et quelle vie tu vas avoir. Donc en gros, tu es à côté de lui, il sait que tu es son futur. Qu'est-ce que tu penses que lui te dirait en te voyant ? Donc en me voyant, en sachant que c'est lui dans le futur, hein, c'est ça ? C'est ça, ouais. Et en sachant toute la vie qu'il y aurait eu, c'est presque 20 années. Ouais, un peu moins quand même. Je pense qu'il hallucinerait en fait. Et je pense qu'il hallucinerait. Alors là, je veux pas, pour un peu, pas nuancer, mais pour préciser pourquoi je pense ça. Pas parce que le parcours, je considère que mon parcours est incroyable, etc. Mais parce que globalement, tout ce que j'ai fait, c'est des choses qui, moi, m'attiraient, tu vois, qui, moi, m'impressionnaient et que j'avais vraiment envie de faire. Tu vois, Apple, j'étais pas un fan hardcore, mais j'admirais quand même vachement la marque. Donc, et puis, j'avais envie intellectuellement de me dire, je me disais, voilà, je pense que je peux faire plus et je pense que dans une boîte comme ça, je peux m'épanouir. Donc, je veux y aller, tu vois. Même si, je n'ai pas précisé, mais j'ai candidaté à un programme un peu spécial. On était genre 80 dans le monde à être recrutés, tu vois. Donc, quand j'ai envoyé mon CV, au moment où j'ai envoyé mon CV, je me suis dit, jamais je serai pris. Mais c'est pas grave, je le tente, tu vois. Je ne veux pas avoir de regrets. Et ça a été un peu pareil pour le podcast, c'est pareil, tu vois, le fait de lancer un média comme ça. Moi, je suis plutôt un introverti. On m'a mis au judo quand j'étais tout petit parce que j'étais un grand timide. Et aujourd'hui, ma voix est, principalement celle de mes invités, mais je crée quelque chose qui est écouté par des dizaines de milliers de personnes tous les mois, tu vois. Et j'ai encore du mal à m'écouter moi-même quand je fais mes montages. Donc tout ça, c'est des choses en fait qui me faisaient un peu rêver pour différentes raisons. Et je pense que le mois de mes 16 ans, il hallucinerait dans le sens où ça lui paraîtrait dingue que tout ça puisse vraiment arriver à un moment donné. Tu vois. Voilà. Encore une fois, pas parce que je considère que mon parcours est exceptionnel et que je suis fabuleux, machin, mais plus parce que en fait, je me suis forgé des expériences qui, moi, m'apportent beaucoup, qui, moi, me faisaient rêver et qui sont devenues des réalités. Et qu'est-ce que tu lui répondrais du coup quand il te dirait waouh? Normalement, les gens attendent plutôt cette deuxième partie de la question. Tu vois, en gros, c'est si tu pouvais parler au petit de tel âge, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais maintenant que on sait ce que lui penserait de toi, qu'est-ce que toi tu lui répondrais? En fait, c'est intéressant cette question parce que tu sais, c'est un peu comme les prophéties autoréalisatrices. Des fois, tu n'as pas envie, tu te dis, il vaut peut-être mieux qu'ils ne sachent pas ce qui va arriver, comme ça arrive vraiment. Parce que là, spontanément, j'aurais envie de te dire que je lui réponds, en fait, que je ne sais pas si je lui répondrais à un truc en particulier, mais si je pouvais avoir une action, je pense que je lui ferais immédiatement oublier ce qu'il vient de découvrir, tu vois.
J'ai fait immédiatement oublier qu'en fait, tout ça va arriver pour ne rien changer, en fait, pour que il continue. Parce que je pense que tu arrives. Ce qui fait qu'on en arrive là où on en est chacun individuellement dans nos vies, il y a plein de raisons. Il y a des choses qui nous drivent, tu vois. Parfois, c'est un peu de chance, parfois, c'est c'est nos traits de personnalité. Et moi, très souvent, ça a été d'un côté le doute, le manque de confiance et donc l'envie de me prouver que je peux, tu vois. Quand j'envoie, pour plein de gens, il n'y a rien d'extraordinaire à postuler à une boîte, mais moi, quand j'ai envoyé mon CV à Apple, c'était une période où j'étais en plein doute, tu vois. Je venais de sortir d'école, je savais rien faire. Je me disais, putain, mais qu'est-ce que je vaux, quoi? Tu vois, qu'est-ce que je vaux? En fait, moi, je pense que je vaux plus que ce que je fais. Donc, allez, soyons fous, je postule chez Apple, tu vois. Mais ça aurait pu être Google, peut-être, ou des boîtes comme ça qui, encore une fois, moi, me faisaient m'attirer, tu vois. Je dis pas que c'est la norme. Ouais. Et donc, je pense que, ouais, en fait, je lui dirais. Tu sortirais le laser de Men in Black Exactement. et puis Je t'effaces vais tout. oublier pour qu'il continue de douter, qu'il continue mais en même temps de rêver et du coup, qu'il continue d'oser. Et qu'ils se disent pas, c'est bon, tranquille, je peux jouer à la paye toute la journée, manger n'importe quoi, et puis je continuerai de faire du sport et j'aurai des super jobs et je serai heureux dans ma vie de couple, etc., quoi. Donc, je pense que je lui ferai oublier. Voilà. Ouais, c'est un peu une question de geek, hein, en fait, cette question-là, parce qu'effectivement, la prophétie autoréalisatrice, le fait que c'est bon, je sais de quoi sera fait le futur, donc maintenant, C'est ça. Walou, tranquille, et en fait, il se passe complètement l'opposé, parce que on pourrait en faire un film de cette question. Putain, c'est ça ce que je vais faire de toutes ces interviews filmées, c'est que je vais les reprendre, je vais les monter, on va en faire un film, on va s'éclater. Allez, t'es partant, mec? Allez, Bon, écoute, je te remercie vraiment pour cet échange. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te suivre? Et puis surtout, où est-ce qu'on écoute le podcast Les Frappés? Les Frappés, donc vous pouvez l'écouter sur n'importe quelle plateforme de podcast. Donc en 2 mots, Les Frappés, F-R-A-2-P-E-S. Pour suivre, alors moi à titre perso, j'ai pas vraiment de compte réseaux sociaux. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, c'est lesfrappés.podcast. Lesfrappés tout attaché .podcast. Et à titre perso, si vous voulez qu'on échange, LinkedIn, c'est pas mal. Donc Loïc Blanchard. Et puis écoute, j'espère que ça n'aura pas été trop long pour tes auditeurs et auditrices. Merci encore de m'avoir invité. Et puis, j'espère qu'ils auront trouvé peut-être au moins une phrase d'intéressant dans cet échange. Mais ouais, merci beaucoup pour l'opportunité. Je t'en prie, attends, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté de passer de l'autre côté du micro. Je sais que c'est jamais un exercice très facile quand on a l'habitude de poser les questions, que ce soit à toi qu'on pose la question. Donc merci encore une fois. Nul doute que les auditrices et les auditeurs auront trouvé plein de choses super inspirantes dans ton parcours. C'est aussi pour ça que je t'ai invité. Je te souhaite une bonne continuation. Et puis, prochaine fois que je passe du côté de Aix, ça commence à faire du monde qu'il faut que j'aille voir Nico du podcast du LTP, Jean de la Roche-Brochard, parce que je lui ai dit qu'on irait peut-être courir un peu ensemble. Lilian, avec qui on a déjà couru pendant ma traversée de la France. Hein. Lilian, t'es encore là. Gros bisous. Et puis toi, donc écoute, on se fera un truc, on s'organisera une petite sortie trail running tous ensemble. Ça marche? Ça marche. On fait ça. Merci Armano. Merci. Ciao. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Loïc Blanchard que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Loïc et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!